I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I don't contemplate, I meditate, then off your head. This that put the kids to bed. This that I got. Oh, likambo nini, eh? Moto ya kupi toza kolela azongi lisusu. Nani wana abulangando. Toyebi te soki awuti wapi. Lobi ezalaki mokolo ya mitano. Asalaka na compagnon oyo balobaka tekisa. Ça veut dire tekisa basafu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sketch? Beaucoup de choses. D'abord, ce sketch s'intitule Liwa ya Bulangando, traduisez la mort d'Abulangando. Le sketch est inspiré d'une histoire vraie dans les années 80 et qui se serait passée dans la zone de Kinshasa, aujourd'hui commune de Kinshasa. Et il se trouve qu'à l'époque, les comédiens qu'on voit dans ce sketch, c'est-à-dire Danga, Abulangando et Murumba, habitaient la zone de Kinshasa et ont naturellement su cette histoire qui est rocambolesque à tout point de vue. Alors, l'histoire en question est une histoire de salaire, de pickpocket, de polygamie et d'usurpation d'identité aux conséquences dramatiques. Donc, pour ne rien vous cacher, c'est véritablement une histoire incroyable. Et j'aime autant vous dire que le seul fait de savoir que c'est une histoire vraie m'embarrassait beaucoup, en fait, quand j'ai commencé mes recherches sur le trio d'Assoufa. Parce que cette affaire, que je traite en histoire, j'en ai pris connaissance d'abord à travers ce sketch du trio d'Assoufa, et donc depuis toujours dans mon esprit et dans celui de beaucoup de Congolais certainement, ça a toujours été une comédie, et ça passait bien parce que justement ce n'était qu'une comédie. Et quand j'ai découvert ce que j'ai découvert, je me suis dit bravo aux artistes, bravo au trio d'Assoufa, parce qu'ils ont réussi à opérer un retournement dont on n'avait pas forcément conscience. Et en opérant ce retournement, ils ont permis à des centaines de millions de gens de rire d'une histoire difficile, d'une situation invraisemblable, certainement pour la personne à qui c'est arrivé, ainsi qu'à sa famille. Et ces humoristes, on va en parler en long et en large, à travers ce sketch, sont pour moi les précurseurs au Congo de ce qu'on appelle le one-man show. Parler du trio d'Assoufa, c'est obligatoirement parler des années 80 au Zaïre. Pour moi, c'est indissociable. Autant j'ai l'habitude de dire que les années 80, c'est la période de l'apogée de la rumba congolaise. Autant il faut le dire également pour la scène artistique congolaise en général. Et donc, de ce point de vue, ce trio comique s'inscrit aussi dans ce moment qui est, selon moi, la période la plus extraordinaire de l'histoire de la création artistique au Congo. Oui, avant de parler strictement du trio d'Assoufa, je vais vous parler des origines, du pourquoi et du comment on en est arrivé à ce trio comique. Je vais vous rappeler naturellement le contexte historique des années 80, et puis je vais finir sur des histoires un peu plus individuelles par rapport à ces comédiens. Alors, deux choses. La première, un cabaret, le cabaret Lyoto, dans la commune de Kinshasa, à l'époque zone de Kinshasa. Hein, je renvoie les plus jeunes au film La vie est belle. Ah, ce n'est pas vrai ça. Moi, je vais aller me plaindre à la zone. À l'époque du Zaïre, Kinshasa est divisé en zones communales. Et donc, la zone
désigne le lieu ou encore le bureau où l'on va faire de l'administratif. Donc, naturellement, on va s'enregistrer à la zone, comme on va se plaindre à la zone. En tout cas, c'est là-bas où se trouve le bourgmestre, par exemple. Donc, c'était l'équivalent de la commune aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Mais dans des autres zones, c'est un peu difficile. Donc, à la fin des années 70 et début 80, dans la zone de Kinshasa, on va voir apparaître un cabaret, le cabaret Lyoto, initié et mis en place par le révérend père Joseph de Litz, un flamand que les Quinois de l'époque appelaient affectueusement le père Buffalo, hein, en allusion au western qui faisait rage au cinéma. Pour la petite histoire, ce père missionnaire va se retrouver dans la deuxième moitié des années 70 à la tête de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Dès son arrivée dans la zone, il observe avec inquiétude la délinquance montante, le décrochage scolaire, la paupérisation et le manque cruel de perspectives heureuses pour la jeunesse. Donc très vite, il décide d'animer des activités socioculturelles dans le but d'occuper une grande partie des jeunes Quinois dans cette commune. Et c'est comme ça que voit le jour le cabaret Lyoto avec ses opérettes Takinga et son groupe musical Minzoto Wela Wela. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans les années 70-80, et c'est très important par rapport à ce que je suis en train de vous raconter, la télévision congolaise va sortir de ses créneaux habituels de propagande figée autour de la personne de Mobutu et de son image. Pour commencer effectivement à adopter des créneaux de divertissement populaire, c'est-à-dire des programmes plus en phase avec la société de l'époque, avec la vie des Zaïrois. Donc il va se passer une évolution de la télévision au Zaïre qui est très importante à souligner parce que dans les années 70-80, la télévision va sortir du studio traditionnel de la RTZ pour aller à la conquête des salles de spectacle. Ce sera la fameuse époque des shows télévisés au Zaïre qui vont avoir justement le mérite de propulser un grand nombre d'artistes, musiciens, comédiens, etc. Donc la télévision va créer des stars, des stars, des vedettes, comme on aime les appeler à l'époque, mais la télévision des années 80 va aussi, et c'est ce qui m'intéresse, bâtir des mythes. Et pour moi, parler du trio d'Assoufa, c'est d'une certaine façon toucher du doigt à un mythe. Voilà pourquoi il est très important de situer les choses, de rappeler le contexte et la réalité de l'époque pour enfin émettre une critique, si tant est qu'elle soit positive ou réfutable. Donc voilà de mon point de vue les deux choses à savoir pour commencer à décrypter ce sujet. Nous allons appeler encore une vedette que vous aimez beaucoup. Avant de vous poser d'autres questions, pouvez-vous nous dire comment étaient ces shows télévisés? Oui, alors c'était à peu près ce qu'on voit aujourd'hui dans le divertissement télé, même si en effet pour le Zaïre de l'époque, pour la scène médiatique, c'était quelque chose de nouveau, même si ça se faisait déjà ailleurs, hein, je veux dire. Mais ce qu'il faut comprendre est que avec le facteur télévision,
il a fallu une nouvelle configuration scénique dans les salles de spectacle. Les salles comme le Palladium, très connu à l'époque, est un exemple. Du coup, on va avoir, comment dire ça, la plupart du temps, dans ces salles de spectacle, d'un côté la scène avec l'orchestre et de l'autre les spectateurs assis face au podium. Et c'était vraiment une configuration télé, parce que vous vous doutez bien que les shows, par exemple, musicaux au Zaïre n'ont pas attendu la télé pour se faire. Donc là, on était dans quelque chose qui nécessitait une organisation visuelle qui automatiquement se distinguait de spectacles musicaux ou comiques qui se faisaient, par exemple, dans des bars à l'époque où on pouvait se prendre une bière, danser à côté de sa table. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Et les musiciens ou les groupes musicaux ou encore les opérateurs du milieu de la culture sont finalement obligés à l'époque de concevoir des spectacles encore plus vivants que d'habitude, et en plus réfléchir finalement à des animations, parce que en fait le public n'est là que pour voir et entendre, et surtout il ne doit pas s'ennuyer. Voilà comment il va s'élaborer une synergie entre le monde musical à proprement parler et le monde théâtral dans les années 70-80 au Zaïre. Ce sera le règne du spectacle musical visuel qui va s'installer définitivement dans la culture du show télévisé ou du show à la congolaise, tout simplement. Donc la télévision des années 70-80 au Zaïre a le mérite d'avoir à la fois propulsé et popularisé des nouvelles formes de spectacles vivants, hein, opérettes, sketch, comédie musicale, etc., que les Congolais de cette époque ne connaissaient pas très bien ou ne voyaient pas toujours. Voilà comment on va voir passer à la télé ou dans des shows télévisés des sketchs élaborés par des jeunes marginaux pour la plupart, encadrés par le révérend père Buffalo, le même qui avait initié à la même période un important programme de réinsertion sociale de la jeunesse désœuvrée, avec pour ce faire son fameux cabaret Lyoto. Vous voulez avancer, le poing droit sur la hanche, levez la tête, souriez. Génial. Ezali malamu moto ayeba miziki. Ayeba Pythagore, ayeba philosophie. Biso toyebi eloko moko na wana te. Kasi pona yango tokotika koyemba te, tokotika kobina te. Et normalement, c'est une nouvelle dactylo. Elle doit prendre un bon pli, celle-là. Plateau. Donc, si je comprends bien, le cabinet du père Buffalo va fournir à la télévision de l'époque des comédiens pour donner des spectacles télévisés. Oui et non. En tout cas, personnellement, je ne dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que c'est au cabaret Lyoto, à la zone de Kinshasa, que sont conçus et présentés des spectacles populaires inspirés du vécu quinois, avec à chaque fois en toile de fond une leçon morale, hein, opérette Takinga par exemple, très connue à cette époque, ou encore l'opérette Milesi plus tard. Et il faut savoir que ce cabaret, ou si vous préférez cette initiative du père Buffalo, va rencontrer l'adhésion des personnalités comme Mobutu lui-même, qui va sincèrement encourager le prêtre. Donc le cabaret Lyoto
va devenir un épiphénomène dans une société qui connaît déjà très bien des choses comme le théâtre ou encore la rumba et autres. Donc, si vous voulez, la télévision des années 70-80, en tout cas de la fin des années 70, début 80, ne va faire qu'une récupération de ce mouvement et par cet acte va en effet consacrer la carrière de nouvelles vedettes issues du milieu du spectacle, moitié musicaux avec chant et drame, humour et pamphlet. Vous reconnaissez naturellement les caractéristiques de l'opérette, et qui dit opérette à cette époque dit forcément cabaret liotto. Voilà finalement les raisons qui ont favorisé la présence à la télévision de beaucoup d'acteurs et d'actrices comiques provenant entre autres de ce cabaret. Quand est-ce qu'on commence à parler du trio d'Assoufa? Au milieu des années 80, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le trio d'Assoufa est en fait un groupe dissident de 3 comédiens qui vont quitter au sommet de leur gloire l'opérette Takinga, opérette Takinga, cabaret liotto, vous pouvez faire le rapprochement. Donc ce groupe dissident, ce groupe de 3 comédiens qu'on avait déjà l'habitude de voir, va au milieu des années 80 proposer de façon très originale des sketchs caustiques qui seront très prisés par tous les publics, civils et militaires. J'insiste sur les militaires parce que le trio va adopter un style de présentation et d'accoutrement militaire, mais surtout la plupart des sketchs du trio d'Assoufa sera inspiré des mœurs des camps militaires. Et pour pousser ce cynisme jusqu'au bout, ils vont se prémunir des titres militaires pour consolider leur jeu de rôle. Ainsi, le trio, les 3 comédiens vont respectivement se faire appeler commandant Danga, caporal Murumba et sergent Abulangando. Soudain mubina kana décision. Soudain murakitaka muzari mubari. Soudain murakitaka muzari erenge. Soudain murakitaka mubutami mubari mukutikara mubari mukukupa mubari. Parler du trio d'Assoufa, c'est parler de 3 hommes, de 3 destins que l'humour et la comédie ont réunis. C'est également parler de 3 jeunes hommes de la commune de Kinshasa qui ont par tous les moyens essayé de s'évader de leurs conditions. D'assoufa est l'abréviation de Danga, souplesse et Fasco, d'Assoufa. Danga, connu sous le sobriquet de commandant Danga, s'appelait en réalité Jean-Wande Kassima Danga. Le caporal Murumba, lui, s'appelait Joseph Nsita Tombe, il était le plus âgé du trio. Et enfin, le sergent Abulangando s'appelait véritablement Mongama Umbampona. Ces 3 garçons qui sont nés dans la commune, qui sont nés dans les années 50, j'allais dire, proviennent d'un milieu défavorisé, vivent effectivement dans une zone difficile et pauvre, la commune de Kinshasa, et par la force des choses, se sentent concernés par le programme du père Buffalo à la fin des années 70, intègrent le cabaret liotto dont ils vont activement participer au rayonnement à travers, n'est-ce pas, l'opérette Takinga, et dans une suite compliquée, ils se retrouvent au milieu des années 80, d'abord
à prendre une décision difficile, mais nécessaire, qui est celle de quitter l'opérette Takinga parce que ils ne sont pas rémunérés, et il faut qu'on se le dise, parce que c'est un problème récurrent dans le monde du spectacle au Congo, donc je le souligne. Après cette rupture, ces trois personnes, ces trois amis, ont suffisamment emmagasiné de l'expérience et de contacts dans leur carnet d'adresses, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils font le tour du pays avec leurs opérettes, et donc pour ce faire, les trois camarades vont s'associer et donner naissance au trio comique Da Soufa. Le trio ne va faire qu'un court passage à la télévision, soit à peu près une année. Mais la légende qu'ils vont écrire, le mythe qu'ils vont laisser derrière eux est absolument merveilleux. Et comme par hasard, on est au cœur des années 80 au Zaïre, c'est-à-dire au moment de l'apogée de la création artistique. Le trio Da Soufa va occuper la scène humoristique comme jamais on ne l'a fait auparavant. Leurs prestations, leurs blagues, leurs sketchs, leurs chansons, tout est mythique. Quand Danga, par exemple, esquisse des pas de danse, ou encore abuse de sa gestuelle qui rappelle un peu Charlie Chaplin, on est vraiment captivé par ce petit homme qui commande merveilleusement sa troupe, avec à chaque fois un naturel dans son jeu de rôle, sa façon de se grimer le visage et d'habiter son personnage, comment dire, de raconter les choses, comme dans le sketch La mort d'Abulangando. Il est, comment dire, il est d'une drôlerie, ce comédien, mais incomparable. Le trio Da Soufa a connu un tel succès à la télévision que des générations entières au Congo, d'enfants, d'adultes, ont été marquées par leur enthousiasme, par leur humour stratosphérique, mais aussi par leur créativité. Sur ce point, il faut souligner que qui sont les inventeurs en 1985, je crois, d'une danse devenue célèbre très vite, qui s'appelle Caneton alaisément. Et en fait, cette danse, le trio l'invente à l'époque où ils font toujours l'opérette Takinga, c'est-à-dire aussi qu'ils étaient déjà très productifs et très inspirés quand ils étaient dans le cabaret. Et pour la petite histoire, cette danse en fait est inspirée d'un fait réel, exactement comme le sketch Liwaya Bulangando, c'est-à-dire que ces trois comédiens étaient très forts dans leur capacité à intérioriser et surtout à retranscrire avec humour des choses de la réalité qui pouvaient nous paraître insupportables. Et la danse Caneton alaisément est un exemple. Figurez-vous que on va rapporter à Danga et à ses compères, au détour
d'un verre de bière certainement, un fait qu'on pouvait observer dans un orchestre de Kinshasa, l'orchestre VV, qui lors de ses prestations musicales, avec tout le spectacle qui accompagne de telles sorties, eh bien on pouvait voir dans cet orchestre, notamment au moment de certaines danses, eh bien un danseur qui avait un pas de retard dans l'exécution de la chorégraphie, parce que tout simplement il était un peu boiteux, et donc ce fait qui paraissait problématique occasionnait des mouvements un peu drôles et surprenants. Et donc Danga et ses camarades vont aller observer par eux-mêmes ce danseur si particulier, et de cette observation va naître la danse Caneton à l'aisement, qui vont présenter au cabaret Lyoto, puis poursuivre dans leur trio. Cette danse sera une vraie trouvaille qui va faire danser tout Kinshasa à l'époque, et dont l'impact va d'ailleurs se faire ressentir même dans les compositions musicales, comme par exemple dans la chanson Génération Asika de Franck Lassin. Biso tobina ki cha cha cha, mambo tango na bolero, bana ya mbula oyo mama, c'est Caneton. À l'aisement, Caneton, allègrement, Caneton, allègrement, Caneton, allègrement. Donc un vrai succès, si bien que le trio d'Assoufa va être approché en 1986 par l'orchestre Zaïko pour accompagner sa tournée en Côte d'Ivoire. Et c'est véritablement à ce moment-là que le trio va en quelque sorte dire adieu à la télévision et va se tourner vers d'autres horizons qui, par la force des choses, va les amener à l'aventure. Et entre l'aventure et l'exil, il n'y a parfois qu'un pas, et malheureusement ce sera le début de la fin. C'est quoi la fin de l'histoire qui est racontée dans ce sketch? La fin de l'histoire, c'est que Abulangando est devenu double, mort, vivant. Et pour moi, ça résume bien ce qui reste du trio d'Assoufa. Mort, parce qu'en effet, ils n'ont pas eu la chance de vivre longtemps. Je pense à Danga, qui est mort en exil en 1991, d'une cirrhose de foie sévère, tout comme Abulangando, qui est mort un peu plus tard, vers la fin des années 90. Vivant parce que le caporal Murumba existe encore, quoiqu'en exil en Côte d'Ivoire, mais surtout parce qu'ils ont créé un mythe dont beaucoup se sont inspirés. Tout le monde, ou presque, a suivi dans une certaine mesure le pas de ce qui a fait la renommée du trio d'Assoufa. Après leur départ du Zaïre, on a vu d'autres comédiens prendre la place, à la télévision notamment, Mangobo, Monzali Lokuli, Ngaloufar et d'autres, qui ont fait des sketchs à la télé, qui ont parfois adopté le style militaire pour faire rire. On a aussi vu d'ailleurs un peu partout en Afrique noire des personnes, des trios s'accaparer ce nom de d'Assoufa pour profiter un peu de la sympathie qu'ils inspiraient. Donc ils sont précurseurs de beaucoup de choses dans la comédie, et par conséquent, il reste vivant. Et puis en fin de compte, un mythe, ça ne meurt jamais. Aburangando, aburangando, aburangando,
oya crocodile oyo ya crocodile obengelanga murumba na dangao obengelanga murumba na dangao oyo ya dasufa motema dukuduku dibu munjaluzi monoko amule aya solo odora miso foli mato ikanda po aileite liboko shanti ya loboko na moteke